Bonsoir à tous. Merci beaucoup au comité d'organisation, merci aux modérateurs pour cette possibilité de parler ensemble du brûlé grave adulte et plus particulièrement de son accueil au déchocage et un tout petit peu de son orientation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors pourquoi c'est intéressant de parler du déchocage du brûlé grave adulte parce que je fais l'hypothèse qu'une grande partie d'entre vous ne travaillez pas au quotidien dans un centre de brûlé et que justement nous avons grand besoin que des réanimateurs qui font des déchocages dans des hôpitaux sans centre de brûlé, spécialement dans les trauma centers, soient en mesure d'assurer ce déchocage. En effet, si on regarde cette publication de DAI, qui est une analyse des événements ayant généré des afflux de brûlés dans le monde sur la période 90 à 2015, on voit, pas très bien parce que la résolution n'est pas terrible, mais une bascule en 2001 avec un événement inouï qui a été les attentats du World Trade Center, et à partir de 2001, une augmentation progressive du nombre d'événements ayant entraîné des brûlés graves, victimes toutes comprises, morts et blessés, avec un code couleur qui caractérise les différents événements. C'est le rouge qui nous intéresse ici. Le rouge, ce sont les attentats terroristes et les faits de guerre. Donc en fait, depuis 2001, de plus en plus d'événements générant des afflux de victimes brûlées, essentiellement dans des contextes de terrorisme ou de guerre. En moyenne, 87 brûlés par événement. Beaucoup de traumatismes associés dans cette situation, et ça veut dire que c'est une compétence nécessaire pour tout déchocage, en particulier déchocage traumato, que de pouvoir conduire le déchocage initial de brûlés, spécialement dans le contexte qui est en cours de finalisation de développement d'un volet brûlé au dispositif Orsan Amavi. Alors, premier message clé, il faut rester absolument systématique. Vous avez l'habitude de faire des déchocages pour d'autres patients que des brûlés. Vous avez l'habitude de procéder de façon systématique, soit en utilisant le MARCH ou le CABCDE, quelle que soit la prothèse intellectuelle qu'on utilise dans nos centres. Et c'est bien ça qu'il faut continuer à faire, parce que la brûlure, ça peut être très spectaculaire, mais en dessous, il peut y avoir des traumatismes associés, spécialement dans ce contexte d'attentats terroristes et de guerre. Donc, ne changez rien à vos habitudes. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'il faut ajouter en plus à ces habitudes pour la prise en charge de ces brûlés. Alors, on va d'abord voir un petit peu comment on évalue un brûlé et ensuite comment on fait un ABCDE spécifique du brûlé en plus du CABCDE ou marche de n'importe quel traumatisé. Vous savez, je vous le redis, mais vous le savez déjà, la surface cutanée brûlée, c'est le premier facteur de gravité de la brûlure. Et pour évaluer la surface cutanée brûlée, c'est ça qu'il faut utiliser aujourd'hui. Ça, c'est l'application eBurn qui est disponible en téléchargement pour iOS et pour Android. C'est efficace, c'est simple à utiliser. On dessine les brûlures sur l'écran, adultes ou enfants. La seule chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas compter le premier degré. Le premier degré, c'est juste l'érythème. Ça ne rentre pas dans la maladie de la brûlure. Et avec ça, on a très vite un calcul de la surface cutanée brûlée en n'ayant pas de calcul compliqué à faire soi-même. Alors si, manque de chance, vous n'avez pas de batterie, il faut quand même être capable de revenir aux outils de base. Et les outils de base, vous les connaissez déjà. C'est la surface en projection d'une main du blessé, ça fait à peu près 1%. Vous avez probablement déjà utilisé ou déjà vu sur des fiches de déchocage les tables de Lunde-Broder qui attribuent des segments de la surface cutanée brûlée, à des segments de la surface cutanée totale, pardon, des valeurs en pourcent qui permettent d'estimer par sommation la surface brûlée, en tenant compte des âges avec la grosse tête du jeune enfant et ses membres inférieurs courts. Il y a un outil qui est encore moins répandu, mais qui est quand même très utile pour faire une évaluation initiale, c'est la série des moitiés, qui consiste à séparer le corps en moitiés successives, devant, derrière, au-dessus, en dessous de la ceinture, gauche-droite, et d'arriver très vite à une estimation pas forcément très précise, mais très opérationnelle. Ça, c'est seulement si eBurn n'est pas fonctionnel. Et puis, quelque chose de fondamental, c'est vrai en traumato, c'est tout aussi vrai chez les brûlés. Il ne faut jamais oublier de tourner le patient sur le côté pour ne pas oublier de compter la surface cutanée brûlée sur la face postérieure. Ça, c'était pour la surface. Ensuite, la profondeur, vous savez qu'elle est aussi importante dans l'appréciation de la gravité. L'essentiel, c'est d'être capable de repérer les brûlures profondes, les brûlures du 3e degré essentiellement. Alors,
Les brûlures du deuxième degré superficiel sont les brûlures des couches superficielles de l'épiderme qui vont pouvoir cicatriser spontanément sans chirurgie. Celles du troisième degré sont une destruction profonde de l'épiderme et du derme qui ne peuvent pas cicatriser sans chirurgie. Et le deuxième degré profond, c'est ce qui est entre les deux. Les deux extrêmes s'opposent point par point. Vous avez des brûlures du deuxième degré superficiel qui sont souples, humides, avec des flictènes qui sont très vascularisées, donc qui sont bien roses et qui ont un pouls capillaire rapide, qui sont très douloureuses et pour lesquelles les fanères sont en place. Et à l'inverse, vous avez des lésions du troisième degré qui sont typiquement cartonnées, qui sont sèches, qui n'ont plus une flictène, qui ont toutes les couleurs possibles, mais pas ce rose-rouge vif bien vascularisé, qui n'ont plus de pouls capillaire, qui sont indolores au moins à la phase initiale, insensibles, et puis dont les fanères chutent au nettoyage. Quand on nettoie une main avec des doigts brûlés au troisième degré, on garde les ongles dans la compresse. L'essentiel, c'est de reconnaître ce troisième degré, parce que ça a un impact sur les prises de décision ultérieures. Et donc, muni de ces éléments, qu'est-ce qui définit un brûlé grave chez l'adulte? Les critères français d'une gravité de brûlure qui sont quasiment superposables à ceux d'autres sociétés savantes, c'est une surface cutanée brûlée supérieure à 20% ou une surface cutanée brûlée supérieure à 10% avec présence de troisième degré. Ça peut être aussi des localisations à risque vital ou fonctionnel. On pense en particulier aux brûlures circonférentielles circulaires du troisième degré, que ce soit sur le tronc ou sur les membres, génératrices de syndromes compartimentaux, périphériques ou centraux. Les brûlures du troisième degré de la face et du cou étendues, susceptibles d'entraîner une asphyxie. Ce sont les lésions associées, les situations, les pathologies associées, l'inhalation de fumée fréquente en pratique civile, les traumatismes fréquents en pratique de guerre et en situation d'attentat, comme on l'a dit, les intoxications aux fumées d'incendie, à ses composants ou à leurs composants ou à d'autres toxiques, et puis, comme chez tout patient, l'âge des comorbidités. Donc, des patients qui cochent au moins un de ces critères ont une indication à être hospitalisés en CTB. Mais il y a un problème qui est illustré sur la droite de cette diapositive. La surface cutanée brûlée est donc un critère décisionnel clé, et pourtant, il est constamment publié dans la littérature que l'évaluation initiale préhospitalière ou même intra-hospitalière non spécialisée de la surface cutanée brûlée est peu fiable. Alors, c'est pas parce que nos collègues non-brûlologues sont mauvais, pas du tout. C'est parce que souvent les conditions sont suboptimales pour cette évaluation. J'ai pris une étude qui date de 2007 parce qu'elle est assez bien illustrée, donc c'est visuel. Mais si vous regardez la méta-analyse de 2022 de l'équipe norvégienne Brekke, vous observerez exactement la même chose. On a une corrélation, mais une médiocre concordance entre les surfaces cutanées brûlées évaluées par les spécialistes à l'arrivée en centre de brûlé et les surfaces cutanées brûlées évaluées initialement en préhospitalier dans cette étude avant un transfert longue distance. Et c'est un vrai problème parce que dans cette zone-là, vous avez des patients qui ont été évalués par exemple entre 20 et 50% de surface cutanée brûlée et qui en pratique en faisaient moins de 15. Donc là, on a du surtriage. Et puis, les patients qui sont dans cette zone-là, qui sont moins nombreux mais qui existent quand même, eux, ils risquent d'être sous-triés parce que leur surface est sous-estimée. En plus de ça, il y a des situations pièges, 4 situations pièges à connaître. Le coma d'emblée, ça n'est pas la brûlure. C'est soit un traumatisme crânien, soit une intoxication associée, monoxyde de carbone, cyanure, alcool, c'est assez fréquent en pratique civile, ou d'autres toxiques. Ce patient que vous voyez sur la photo, c'est un patient qui nous a été amené il y a quelques temps, et le SMUR nous avait transmis cette photo prise d'avant sa montée dans l'ambulance. Alors déjà, si on ne sait pas si ce patient a la peau noire ou la peau blanche, on s'interroge pour savoir ce qui est la peau brûlée, ce qui n'est pas la peau brûlée. D'autre part, vous observez qu'il est debout, qu'il se déshabille, alors avec l'aide du découpage par le pompier, mais en tout cas, il a l'air de tenir debout. En traumato, un patient qui tient debout, il est rarement très grave. Ce patient, il était brûlé sur entre 70 et 75% de surface cutanée brûlée. Il est malheureusement décédé quelques semaines après des suites de ces brûlures d'une infection fongique réfractaire. Donc, un brûlé, même très grave, il est conscient. S'il n'est pas conscient, c'est qu'il y a autre chose. D'autre part, un brûlé, même très grave, il passe en état de choc de façon progressive. S'il y a un état de choc immédiat, alors là, on est un peu avant le déchocage, on est essentiellement préhospitalier, c'est soit qu'il saigne, soit qu'il a une intoxication
complications associées. Un patient qui est en détresse respiratoire d'emblée dès les premières minutes ou dizaines de minutes, c'est aussi qu'il y a quelque chose d'autre, un traumatisme thoracique ou cervical. Beaucoup plus rarement une inhalation de fumée massive. L'inhalation de fumée fait décompenser sur le plan respiratoire plus tard. Et le quatrième piège, c'est l'anémie. Le brûlé, le professeur Le Serre nous en reparlera tout à l'heure, subit une plasmorragie intense et on a plutôt une hémoconcentration. Donc un brûlé qui est anémique, c'est un brûlé qui saigne, même si on n'a pas encore trouvé d'où. Voilà les quelques éléments que je voulais vous rappeler sur l'évaluation du brûlé. Maintenant, je voudrais qu'on parcourt ensemble la prise en charge de ces brûlés en suivant les recommandations formalisées, les recommandations pour la pratique clinique qui ont été publiées en 2019 par la SFAR en lien avec la Société française de médecine d'urgence et la Société francophone de brûlologie, en suivant ce ABCDE. Alors, pour chacune des étapes, je ne détaillerai pas la totalité des cartouches. D'une part parce que le professeur Losser y reviendra un petit peu tout à l'heure, et d'autre part parce que je vous incite à aller les lire. Elles sont librement téléchargeables sur le site de la SFAR, mais j'essaierai de vous mettre en avant quelques points clés. Alors, en ce qui concerne les voies aériennes, le A de Airway, je voudrais que vous ayez bien en tête que l'intubation orotrachéale ne doit pas être systématique chez ces patients, mais qu'en revanche, s'il y a une menace d'obstruction, il faut qu'elle ait eu lieu avant cette obstruction. Donc il faut rechercher des signes d'alerte clinique d'une probable obstruction à venir, la dyspnée, le stridor, la dysphonie, la surface cutanée brûlée très étendue. Dans les recommandations, on a retenu un seuil qui est un peu arbitraire, qui est un seuil établi collectivement par les experts, de 40%. Au-delà, l'œdème qui va se développer est tel que même en l'absence de brûlure, il risque de conduire à une constriction des voies aériennes. Et puis le troisième degré étendu de la face et du cou, surtout en circulaire, sont également susceptibles de compromettre les voies aériennes. Donc, si l'intubation orotrachéale ne doit pas être systématique, en particulier si vous êtes à proximité d'un centre de traitement de brûlés, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse qu'on pose aujourd'hui, qui est que vous travaillez dans un déchocage loin d'un CTB, si vous étiez près d'un CTB, vous pourriez attendre de transférer ce patient sans l'intuber. Un patient qui a l'un de ces critères et qui n'est pas à proximité immédiate d'un CTB, il faut l'intuber avant d'envisager quoi que ce soit d'autre parce que vous allez aller vers l'obstruction. Si vous devez faire une intubation à séquence rapide, je vous rappelle que la succinylcholine ne pose pas de problème dans les premières heures, au déchocage d'un brûlé grave arrivé peu après l'événement, mais qu'en revanche, si vous l'avez tardivement, 48 heures ou plus, alors attention, la succinylcholine chez un brûlé grave est susceptible d'entraîner un arrêt cardiaque par hyperkaliémie au-delà de la 48e heure. Et puis un point très important, c'est que si jamais vous êtes dans une situation d'échec de ventilation et d'intubation, chez un brûlé de la face et du cou du 3e degré, il y a un élément qui peut sauver la vie du malade, c'est de faire une incision longitudinale de la face antérieure du cou pour que la zone cartonnée s'écarte et que vous puissiez à nouveau sentir les repères anatomiques qui vous permettront de faire la cricothyrotomie. Et c'est probablement la seule incision de décharge qui vaut la peine d'être faite en dehors d'un centre de traitement de brûlé, dans ce cas très particulier du non ventilable, non intubable. Un autre élément très pratique, c'est qu'une fois que vous l'avez intubé, il faut que ce tube reste en place. Et pour ça, il doit être fixé avec un lien circulaire autour du cou ou un dispositif de fixation, comme on l'a vu sur la diapo précédente. Et surtout pas par des scotch. D'abord parce que ça colle pas sur une peau brûlée. Et ensuite parce que quand le patient va gonfler, eh bien, la simple prise d'épaisseur des tissus mous de la face est susceptible de faire passer le ballonnet de la sonde au-dessus des cordes vocales. Ça s'appelle une extubation. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que si les patients qui sont photographiés ici sont extubés accidentellement, vous aurez les plus grandes difficultés à les réintuber. Donc, fixation circulaire, c'est absolument impératif. Le B, breathing, la respiration. Là encore, ce sont des patients pour lesquels il faut garder en tête les consignes habituelles d'oxygénation et de ventilation, avec l'idée que la ventilation protectrice, les recommandations sur la ventilation protectrice s'appliquent. Mais attention tout de même, un sujet d'attention, c'est l'oxygénation. Il y a une vraie question. Ces patients ne pourront guérir que lorsque leur peau aura cicatrisé. On a des raisons de craindre que s'ils ont une hypoxémie tissulaire périphérique, on ait plus de mal à les faire cicatriser. Mais à vrai dire, on n'a aucune donnée pour savoir s'il faut ou non les oxygéner plus que d'autres patients.
Attention en tout cas de ne pas les laisser trop profondément hypoxémiques parce que là on a des raisons de craindre que ça se passe mal. Donc protéger le poumon comme chez tout le monde et préserver l'oxygénation périphérique. Un point d'attention chez eux, ce sont les lésions d'inhalation de fumée. Leur suspicion est clinique en cas d'exposition aux fumées en espace clos. Si vous avez noté la présence de suie ORL, si le patient tousse, s'il crache noir, le diagnostic il sera fibroscopique. Mais comme la décompensation de ces situations est tardive, il ne faut pas retarder le transfert de ce patient vers un CTB. La fibroscopie, elle sera faite au CTB. Si vous avez à déchoquer un de ces patients dans un trauma center non centre de brûlé, vous pouvez laisser la fibro à votre camarade du CTB qui le recevra ultérieurement. Le C, circulation, c'est le gros morceau. Le message clé que je souhaite que vous reteniez ici, c'est que le choc du brûlé nécessite une réanimation titrée. Rentrons un tout petit peu dans le détail avec une histoire. On dit souvent que pour les brûlés, on n'a aucune donnée, il y a très peu d'études, etc. C'est vrai. C'est vrai parce que c'est une pathologie pratiquement orpheline. Et pourtant, en 1978, il y a eu un essai randomisé contrôlé involontaire chez les brûlés, avec une catastrophe qui a eu lieu sur un camping de la côte méditerranéenne de l'Espagne, une explosion de citernes, de camions-citernes de gaz liquéfié, qui a coupé une route en deux et qui a amené à ce que les secours arrivent de Barcelone et de Valence, en n'ayant absolument aucun moyen de communiquer, et avec à ce moment-là une organisation différente. Vers Barcelone, les patients ont été évacués avec un certain degré de paramédicalisation et en particulier du remplissage vasculaire préhospitalier. Vers Valence, les patients ont été évacués dans des véhicules secs et eux étaient secs, donc sans remplissage. Pour le reste, les prises en charge ensuite ont été relativement comparables et il se trouve que quand on regarde les groupes de patients évacués des deux côtés, ils étaient très comparables. Eh bien, la leçon de ça, c'est que le remplissage vasculaire sauve des vies, en tout cas de façon initiale. Dans les 4 premiers jours, la moitié de ceux qui avaient été transférés vers le sud étaient morts, alors que 95% de ceux qui avaient été transférés vers le nord étaient encore vivants. Alors, en 1978, le problème, c'est que le reste de la prise en charge de ces patients, chirurgie, réanimation, fait qu'au bout de 2 mois, on est à peu près à la même survie des deux côtés. Mais en tout cas, le message clé, c'est que si on les réanime bien initialement, alors on a des chances de pouvoir ensuite les avoir encore vivants pour essayer de les soigner. Si ce n'est pas le cas, ça va être plus difficile. Donc le remplissage vasculaire sauve des vies. Comment on fait? Déjà, quel abord vasculaire? Les voies veineuses périphériques hors zone brûlée sont la référence. Les cathéters intraosseux, j'attire votre attention sur le fait que si vous recevez un patient qui a eu des cathéters intraosseux en préhospitalier, au déchocage, il faut le plus rapidement possible les remplacer par des abords profonds parce que le développement de l'œdème peut suffire à déloger, que ce soit sur la tête fémorale ou sur la crête tibiale, à déloger un cathéter intraosseux de la moelle et donc à avoir un cathéter qui serait sous-cutané. Ça marche moins bien de faire de la réanimation du brûlé en sous-cutané. Et par ailleurs, une fois que vous avez mis une voie précieuse, profonde de préférence, il faut être paranoïaque dans sa fixation, il faut la suturer parce que comme pour la sonde d'intubation, si elle s'arrache, vous aurez beaucoup plus de difficultés à la reposer. Quelle soluté? La référence aujourd'hui dans la littérature, c'est le ringer lactate. On ira probablement vers d'autres cristalloïdes, isotoniques tamponnés. Pour l'instant, on a encore assez peu de données. Il faut savoir qu'historiquement, avant le ringer lactate, c'était du plasma qui avait été utilisé. Compte tenu de la plasmorragie qui nous sera décrite plus en détail par le professeur Losser, il y a un intérêt à ajouter de l'albumine, pas trop tôt, là aussi le professeur Losser nous en dira un peu plus, mais en gros, on sait que l'albumine ajoutée dans la réanimation du brûlé ne modifie pas la survie. En revanche, elle est associée à une morbidité réduite. Si vous le souhaitez, après ce topo, je pourrais vous raconter l'expérience acquise par nos camarades militaires américains à ce sujet. Les cristalloïdes seuls entraînent des phénomènes de surremplissage qui ont entraîné dans les opérations en Irak et en Afghanistan jusqu'en 2006 où le protocole américain a changé, une épidémie de syndrome de compartiments abdominaux avec des patients qui ont été évacués avec une laparostomie de décompression sur VAC. Et quand en 2006, ils ont changé en réduisant les débits, en insérant de l'albumine dans leur protocole, ils ont cessé de devoir fendre des abdomens pour rien. Quand commencer cette albumine? Eh bien, probablement pas avant H6, H8, pour des raisons de modification de la fuite capillaire, comme ce sera évoqué tout à l'heure. Alors, la réanimation de ces patients, comment on la commence? Eh bien, on la commence en s'appuyant en général sur des formules qui permettent d'avoir une idée indicative, et je dis bien indicative, des besoins du patient, en s'appuyant sur la surface cutanée brûlée. Alors,
on achète du temps avec un bolus initial, le temps d'avoir pu évaluer ce patient, et ensuite on estime les besoins du patient à entre 1 et 2 millilitres par kilo de poids corporel et par % de surface cutanée brûlée dans les 8 premières heures, incluant le bolus initial, puis à peu près la même quantité dans les 16 heures suivantes. Ce qui apparaît en gras, c'est dans cette fourchette de consensus, ce qu'applique le service de santé des armées françaises. Mais entendons-nous bien, je n'ai aucune donnée aujourd'hui pour vous dire que c'est mieux que ce que font d'autres. C'est le fruit d'une expérience et la largeur de la fourchette montre bien qu'on manque de données fermes. On procède avec du Ringer lactate. On introduit de l'albumine typiquement à partir de H8, c'est essentiellement pour des raisons de simplicité puisque c'est le moment où on change d'évaluation, soit en mettant moitié Ringer, moitié albumine 4%, soit en ajoutant de l'albumine 20%, par exemple 100 ml pour chaque litre de Ringer, ce qui revient à peu près au même. Ça demande déjà des calculs, ça demande déjà d'avoir un peu le cerveau frais. Si on est très occupé par l'instabilité du patient ou autre, on peut commencer avec quelque chose de plus simple, qui est la règle des 10 établie par les militaires américains. On multiplie la surface cutanée brûlée estimée par 10 et ça donne un débit initial indicatif de Ringer lactate en ajoutant 100 ml par tranche de 10 kg au-dessus de 80 kg, ce qui est particulièrement fréquent dans la population américaine. Alors c'est la seule fois dans ce topo où je vous parle d'enfants, puisque normalement c'est un topo pour l'adulte, mais je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait qu'on peut quand même s'appuyer là-dessus aussi chez l'enfant, en n'oubliant pas que si jamais on avait à réanimer des enfants, on aurait besoin, en plus de cette estimation des besoins de remplissage, de leur apporter les besoins de base, qui peuvent être par exemple estimés avec la classique règle des 4-2-1, et ne pas oublier de les supplémenter en glucose, et je ferme là la parenthèse. Le message clé, il est en haut à droite. Le H0 dans ces formules, c'est l'heure de la brûlure et pas l'heure de début de prise en charge, d'une part. Et d'autre part, beaucoup plus important que la formule, quelle qu'elle soit, c'est la titration de la réponse qui compte. Comment titrer ? L'équipe à laquelle appartient le professeur Deprez, qui nous parlera tout à l'heure, utilise un algorithme qui est assez fouillé, qu'ils ont publié il y a quelques années, qui est très astucieux, qui est pas évident à mettre en place dans un déchocage. Et d'autre part, comme je l'ai déjà dit pour les formules tout à l'heure, malheureusement, aucun algorithme aujourd'hui n'a démontré sa supériorité par rapport aux autres. Et donc, le professeur Le Serre nous en dira un petit peu plus, mais au déchocage, on peut déjà commencer quand même à surveiller un paramètre simple, la diurèse, qui est un reflet de la perfusion rénale, qui elle-même est censée refléter la perfusion cutanée, puisque ces organes sont sacrifiés en premier dans un état de choc. Et on vise une diurèse cible entre 0,5 et 1 ml par kilo et par heure. Et au moins toutes les heures, on ajuste ces débits à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'atteinte ou non de la cible de diurèse et de cibles associées en pression artérielle moyenne, en hémoglobine. Si on est en train de s'hémoconcentrer, c'est qu'on est en retard de remplissage, en lactatémie, pour vérifier qu'on déchoque, et si on peut aussi en albuminémie, mais il est plus rare qu'on l'ait en temps réel au déchocage. Et en tout cas, il importe de respecter une précharge dépendance. Si on essaie à tout prix de corriger, par exemple, la variation de pression pulsée que vous avez assez vite, on va surremplir ces malades. Une dernière question sur la réanimation hémodynamique. Si ce patient reste instable et que, décidément, je me dis, il faut que je lui mette des catécholamines, laquelle je prends. Pareil, pas de données cliniques, des données chez l'animal ou alors des données observationnelles anciennes. Une étude de l'équipe de Lyon qui a déjà presque 30 ans, qui a démontré, qui a observé que chez des brûlés graves à la phase initiale, on a un profil qui est avec des résistances vasculaires systémiques sous sédation, extrêmement élevées et des débits cardiaques très abaissés, avec une bascule qui se produit quelque part entre H12 et H24. Donc, sans données cliniques sur l'outcome, mais en tout cas sur un raisonnement physiopathologique compte tenu du profil observé, il semble peu logique chez un patient qui a un tel profil de commencer par des vasopresseurs seuls. Et donc, si on a besoin de mettre des catécholamines à ce stade, il serait logique de commencer par un inotrope seul, associé à un vasopresseur ou voire de l'adrénaline. Et la vasoplégie, elle s'installe secondairement. Si on a une vasoplégie très très tôt, c'est probablement qu'il y a déjà un choc septique et ça se voit de temps en temps. Il nous reste le D et le E qui seront beaucoup plus rapides. En ce qui concerne le D, l'état neurologique, les intoxications, analgésie, sédation, je ne reviens pas sur les antidotes que vous connaissez.
L'oxygène, utilisez-le largement pour l'intoxication au CO, c'est relativement inoffensif, surtout au déchocage. L'hydroxocobalamine, il faut avoir des vrais signes d'intoxication cyanhydrique parce que nos camarades de Saint-Louis ont bien démontré la néphrotoxicité de cet antidote. Donc on n'en met pas dès qu'on a un peu de noir sur la joue. En matière d'analgésie-sédation, ou d'anesthésie. Bien sûr, les pratiques habituelles s'appliquent au brûlé. Attention encore une fois aux risques liés à la succinylcholine après H48. Pourquoi j'en parle ici? Parce qu'il arrive qu'on ait des brûlés qui soient pris en charge très tardivement par rapport au déchocage, par rapport à la survenue de leur brûlure. Et donc, si on est très tard par rapport à la survenue de la brûlure, on fera une ISR avec du rocuronium. En ce qui concerne les autres médicaments d'anesthésie, j'attire votre attention sur la variabilité PKPD à cause de la douleur plus ou moins importante, des modifications du volume de distribution et des clairances, en particulier non rénales, mais qui peuvent être complètement contrebalancées par un état de choc profond, éventuellement une insuffisance rénale aiguë déjà installée. Je ne m'étends pas sur la kétamine qui sera évoquée par le professeur Losser, et j'attire l'attention sur l'intérêt du gamma-hydroxybutyrate de sodium, qui est une drogue qui préserve très bien l'hémodynamique, qui est particulièrement intéressante dans un état de choc, dans un état de compression avec rhabdomyolyse, ou dans des brûlures électriques, ou en cas d'insuffisance rénale déjà installée. Dernier point, l'exposition, les soins locaux. Ici, le message clé, c'est réchauffer, emballer, pas d'antibiotiques. Alors, la pédagogie étant fondée sur la répétition, il est probable que le dernier message, pas d'antibiotiques, vous soit répété par mes camarades tout à l'heure. Et c'est à dessein. Il est essentiel, dès avant l'arrivée du patient, de prévenir l'hypothermie. Donc il faut réchauffer votre déchocage quand vous savez qu'un brûlé arrive. Il faut réchauffer le patient activement par tous les moyens possibles, couverture chauffante, réchauffeur de perfusion, humidificateur chauffant sur les respirateurs, pour éviter de vous retrouver en grande hypothermie au déchocage. Et encore une fois, pas d'antibiotiques. Je ne m'attarde pas sur les 3 éléments suivants qui seront abordés par le professeur Le Serre. Nous arrivons au terme de ce topo. Ce que je vous demande de retenir, ce sont les messages clés du ABCDE tels que rappelés ici. En ce qui concerne l'airway et les voies aériennes, l'intubation ne doit pas être systématique, mais s'il y a des signes évocateurs d'obstruction, ne tardez pas trop pour ne pas vous retrouver piégé par l'établissement de cette obstruction. Concernant l'oxygénation, le poumon et la ventilation, le poumon doit être protégé, ventilation protectrice, mais attention à préserver tout de même une oxygénation périphérique. Le C, circulation, concernant le choc du brûlé, procéder avec une réanimation titrée, du ringerlactate toujours, de l'albumine pour les patients les plus graves. Et si vous devez utiliser des catécholamines au déchocage, pensez aux inotropes avant de penser aux vasopresseurs. Pour le D, disability, vous avez en tête les antidotes, l'oxygène souvent, l'hydroxocobalamine rarement, et procéder en sédation analgésie multimodale titrée. Et enfin, pour l'exposition, réchauffer, 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 et pas d'antibiotiques. Et puis, il y avait orientation dans le titre. Et bien voilà, c'est traité ici. S'il y a un seul message concernant l'orientation, c'est une fois que vous avez ce patient, prenez contact avec le centre de brûlé qui est celui de votre région. Évidemment, j'en profite pour vous donner le contact du réanimateur de garde du centre des brûlés de Percy, mais il y a également un contact à Saint-Louis de la même façon H24 et un contact dans tous les centres de brûlés de France qui sont là aussi pour vous aider à prendre des décisions d'orientation. Et je vous remercie de votre attention.